Mesdames et messieurs, bonsoir. La sécurité des personnes et des biens est une priorité dans un pays qui, comme la Côte d'Ivoire, sort à peine et avec peine d'une situation de guerre. Le gouvernement ivoirien a-t-il pris la pleine mesure de ce défi, de cette menace, de cette réalité malheureuse? Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, est notre invité pour essayer de rassurer tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien et tous ceux qui veulent venir y travailler, y investir. Il le fera en répondant bien entendu à nos préoccupations. Mais dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce que l'on exagère en disant que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire a été préoccupante et le demeure? Ah non, je ne pense pas. Je pense que la situation elle est préoccupante. C'est une situation qui est difficile. Pour les raisons que vous avez évoquées, on sort d'une situation d'un conflit armé à la suite d'un processus électoral. Donc on imagine bien les conséquences. La circulation d'armes lourdes à Abidjan, dans les quartiers. Évidemment, c'est une situation que je peux qualifier de situation qui évolue bien. Elle est préoccupante, mais elle évolue bien. Elle évolue bien, mais elle n'est pas totalement satisfaisante. J'ai bon espoir que dans des délais assez raisonnables, nous puissions retrouver un niveau de sécurisation qui fasse plaisir à tous les Ivoiriens et qui rassure davantage tous les investisseurs. Le ministre, vous parlez tantôt de policiers et de gendarmes. Un état des lieux fait remarquer que les commissariats et les brigades de gendarmerie sont toujours occupés par d'autres personnes en armes. Tout à fait. Donc il a fallu d'abord travailler à rassurer les uns et les autres. Il a fallu sensibiliser tous ces frères d'armes pour qu'ils réalisent qu'ils sont les mêmes, qu'ils ont tous pour mission de travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, quel est le point qu'on peut vous faire? On a 36 commissariats à Abidjan. Il y en a à peu près, je pense, 6 qui sont occupés exclusivement par les FRC. Il y en a un autre nombre, je dois à peu près, je crois, 5 aujourd'hui, où la police a repris le service complètement, où le commissaire est vraiment installé. Le reste, la majorité des commissaires sont occupés par, on va dire, c'est devenu des brigades mixtes. Il y a les forces de police qui sont là. Quand la police n'a pas encore retrouvé tout, on va dire, tout son lustre, les policiers sont pas en armes, des FRC sont avec les policiers, mais dans le but de leur apporter une sécurisation. C'est vrai que cette situation... Les policiers ne sont pas en armes parce qu'ils ont été désarmés ou bien pourquoi ils ne seraient pas en armes? Ils ne sont pas en armes simplement parce que du fait de la situation de guerre, ils ont été désarmés. Il y en a qui ont déposé leurs armes auprès de l'ONU, carrément de l'ONUCI. Être agressés ou être pris pour des gens qui résistaient à la marche des FRC ont déposé leurs armes. Et puis je dois le reconnaître, certains ont eu leur stock d'armes récupéré, arraché, des commissariats ont été détruits. C'est on va dire des incidents collatéraux de la guerre, on ne peut pas tout contrôler. Maintenant, la situation aujourd'hui, c'est que la police, globalement, n'est pas en armes. Nous avons un taux de reprise de l'effectif. Les policiers reviennent à plus de 95%. Ils sont présents. Nous sommes en train de les doter d'armes dans le cadre d'une réorganisation de leur mission. Et je pense que de plus en plus, le plan que nous avons mis en place, qui va permettre de constater le repli des FRC vers leur base, vers les casernes. Parce que les militaires, leur rôle, c'est pas le maintien de l'ordre. D'accord, on y arrivera, mais je voudrais une précision. Ce n'est pas leur mission que vous étiez en train de dire. Ce n'est pas leur mission, mais écoutez, ce que je veux que tout le monde note, c'est d'où on vient. C'est le contexte. C'est un contexte de guerre. La confiance dans la guerre, elle n'est pas du jour au lendemain. Et nous avons fait un travail extraordinaire et c'est pour ça que je réalise que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont formidables. On a essayé par de la manipulation, de les diviser, de les opposer. On voit bien qu'ils sont les mêmes. Moi, je vois l'ambiance dans les commissariats, ils se retrouvent. Donc, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Vous-même, le général Mangou, le général Kassaraté, le directeur général de la police, vous soyez sur le terrain. Et tous les soirs, je veux un rapport précis, succinct de l'état d'application de la décision gouvernementale.
Alors, il se serait réinstallé juste après votre départ. Si c'est vrai, quelle réaction vous adopterez? Ah, non, mais il ne pouvait pas se réinstaller parce que ceux qu'on a enlevé, on les a embarqués. Ah bon? Il ne pouvait pas se réinstaller. Et puis, de toute façon, nous avons une veille. Nous avons demandé aux déchets de la police, nous avons demandé à certains responsables, de façon inopinée, quand des voitures banalisées, de nous faire le point. Et donc, toutes les 3 heures, j'ai le point de situation. Et quand on nous annonce un barrage, où on commet des gens, où on y va nous-mêmes. D'accord. Donc, face à tous ces dysfonctionnements, vous avez proposé, vous le rappeliez, une série de mesures au gouvernement. Alors, avec nos confrères, nous allons essayer d'en voir les plus importantes. Alors, Sali, allez-y. Dans le cadre des barrages anarchiques, le ministre a indiqué que, enfin, en tout cas, le gouvernement envisage un maximum de 33 barrages à l'intérieur du pays. Alors, je voudrais savoir combien il y en avait avant et quelle sera la clé de répartition des 33 barrages sur l'étendue du territoire. Quels seront les critères? Tout ce qui reste, ça nous paraît beaucoup, mais il faut comparer avec ce qui existait. Oui, non, je pense que vous savez, déjà 33 barrages sur l'ensemble du territoire. Nous, on va dire Abidjan Sud, on a démantelé le dimanche déjà à peu près une quinzaine. Et donc, c'était des barrages qui foisonnaient, qui se comptaient, je veux dire, 200, 300 barrages sur l'ensemble du pays. Donc, ça, un collègue qui est revenu de Tabou ce week-end nous dit qu'entre San Pedro et Tabou, il y a 12 barrages. Ah, oui, donc, aujourd'hui, en fait, on veut revenir à 33 barrages sur l'ensemble du territoire. Et à Abidjan, en dehors des corridors, il n'y aura que 2 barrages fixes. Et 2 barrages, on va dire pas barrages, 2 postes, 6 postes d'observation. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de ce qu'il y avait l'insécurité, au nom de ce qu'il y avait des menaces sur la sûreté de l'État, on a vendu à l'ancien régime qu'il fallait mettre des barrages partout, sur les ponts. Mais ces barrages, quand on a fait le point, ils n'ont jamais arrêté quelqu'un avec une arme, mais ils ont constitué des freins à la liberté des Ivoiriens. Ils n'ont pas arrêté quelqu'un avec une arme. Non, jamais. Et pourtant? Jamais. Pourtant, c'est rentré. Ah, bon, enfin. Donc, je veux dire que c'est pas là. Faut pas aller embêter les Ivoiriens dans leur quotidien au nom de ce que c'est là la sécurité. Et nous, même certains d'entre nous, certains des nôtres, étaient tentés de nous vendre cette thèse. Ah non, c'est pas encore clair, il faut faire attention, Non, c'est pas là qu'on gère les questions de sûreté de l'État. Il faut laisser les Ivoiriens en paix. C'est notre décision, c'est la décision des chefs de l'État, c'est notre vision, c'est notre volonté. Vous savez, ce que je viens de dire là, ce n'est pas rien, c'est 50% du travail. Face à ces problèmes, souvent les régimes ne reconnaissent même pas qu'il y a ces problèmes et ils n'ont pas la volonté. Nous, on a la volonté, on le dit et on va continuer, pas que ça coûte. Vous savez, quand on a commencé ce travail, on nous a dit, ah, les éléments ne vont pas être contents, on va les manipuler parce que dès qu'on empêche les éléments d'aller sur le terrain, c'est une fronde. On va affronter cela. D'accord. Parce que, ok, je vous en prie. D'accord, oui. Avant de rejoindre Evelyne Débat pour recueillir encore des questions, une autre mesure que vous avez prise, c'est de mettre en place une unité de lutte contre le racket, ULR. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça aura de spécifique? Parce qu'il y a longtemps qu'on dénonce le racket, il y a longtemps qu'on prend des dispositions, ça ne bouge pas. Écoutez, vous avez raison, le racket est un fléau qui ravageait pour l'économie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des FRC, c'est de tout temps. C'est une étude de la Banque mondiale depuis 2007-2008 qui indiquait qu'en Côte d'Ivoire, par an, c'est entre 95 milliards et 150 milliards de francs CFA qui étaient collectés par le racket. Montrer comment ce processus-là était un frein au développement, à la liberté de circulation, au renforcement de la position du port. D'abord, le racket, là, je vous dis, c'est la tête. Et j'ai réalisé. Il faut régler la raquette. C'est vrai, les barrages, c'est une solution de terrain. Mais c'est d'abord la tête. Quand vous avez la volonté politique, quand vous avez un ministre qui lui-même est empêtré dans plein de business avec ses collaborateurs pour les recrutements. À ce point? Oui, bien sûr. Parce que quand le policier lui-même a été racketté, parce que d'abord, il faut lutter, il faut protéger le policier lui-même, parce que lui-même, pour entrer à l'école de police, il est racketté. Pour avoir un poste, il est racketté. Quand il veut travailler à l'aéroport, il y a le tarif. Lui-même là. Et puis il sait que ça monte. Donc quand il voit le ministre là, il n'a pas peur. Et donc moi je suis arrivé, j'ai dit clairement que je n'en ai pas besoin. Et je le dis devant votre caméra. Je le dis devant votre caméra aux Ivoiriens,
aux commerçants, aux policiers, j'en ai pas besoin. Celui qui vient faire ça chez moi, il va être arrêté, simplement. Je pense que j'ai fait dans ma vie antérieure des affaires. Donc j'ai choisi de venir de faire de la politique, de faire cette charge. C'est pas pour venir prendre 2000 francs, 10 000 francs, 10 millions avec des gens. Et c'est important. Et vous savez, quand c'est comme ça, les collaborateurs, ils font déjà attention. Ils font attention. D'abord, ça va rassurer nos éléments. Parce que nos agents, pourquoi ils raquettent? C'est parce qu'eux-mêmes, ils se font rembourser. Ensuite, deuxième problème, il n'y a pas les moyens. J'ai regardé la structure du budget du ministère de l'Intérieur induit implicitement le racket. Vous prenez le budget d'un commissariat, comme le commissariat du 8e arrondissement à Cocody. Son budget annuel, c'est 2 millions. C'est-à-dire, par mois, il a 180 000 francs. Pour payer le papier, pour payer l'essence, pour entretenir les véhicules. Mais on lui dit indirectement, débrouille-toi. L'État même lui dit, à travers ce budget-là, et c'est pas que lui, c'est tous les commissariats. À travers cette structure de budget, l'État lui dit, il faut te débrouiller. Et ça encore, c'est s'ils le reçoivent. Des fois, ils ne perçoivent même pas toute l'année la dotation budgétaire. Donc voilà un commissaire, il a 15 éléments, ils doivent entretenir, ils doivent payer l'essence pour tourner. L'État ne leur a pas donné un centime. Mais le gars, il va sur la route, il se sert, et puis il apporte la part du commissaire, après il apporte la part de l'essence, et il garde sa part. Donc c'est tout cela que nous voulons revoir, parce que nous sommes convaincus que c'est possible. Si des pays ont réussi à le faire, c'est que nous aussi on peut. Il n'y a pas de raison. Nous avons la volonté politique, les Ivoiriens le demandent, les Ivoiriens en ont besoin. On peut trouver des moyens pour trouver des ressources additionnelles pour régler ces problèmes-là. Mais tout cela va se faire dans les grandes réformes que nous allons conduire dans le cadre de la sécurisation du pays. D'accord. Je vous ai laissé parler parce que c'est presque une profession de foi, un pari personnel. Ah, écoutez, vraiment, c'est enregistré. Hein. Alors, dans un an, on pourrait vous montrer les images. D'accord. Evelyne Deba, avez-vous recueilli d'autres préoccupations? Essayez de ne pas nous en donner trop à la fois, on reviendra encore à vous. Là. Je n'ai pas dit imprécise, mais global. On y va. Le racket aurait monté d'un cran hein, avec les FRC. Bon, on a parlé. Mais les camions qui sont bloqués, il faut payer. Les camions qui sont arrachés, il faut payer pour les récupérer quand on les retrouve. Donc, comme vous voyez bien, la mesure qui va traiter cet aspect des choses, c'est la suspension des barrages. Donc, nous avons compris que une des faces visibles du racket, il y en a plusieurs faces, c'est le racket sur les routes. Donc, dans la communication, on va supprimer les barrages. Très vite, dans un délai de 6 mois à 1 an, on aura un système de vidéosurveillance qui va faire que partout où il y aura un barrage, il y aura une caméra pour filmer ce qui s'y passe. L'agent de service sait que ses chefs, dans un centre de partage de données, le voient, le filment. Donc, et vraiment, on va se battre pour que les barrages légaux aient droit de cité. Si on réussit ça déjà, on va permettre aux transporteurs de respirer. Nous avons décidé de créer des couloirs. C'est-à-dire, on fait des couloirs économiques dans 3 directions, vers Noé, vers Anyama et vers Yamoussoukro. Et ces couloirs seront pris en charge à partir du port. On contrôle votre marchandise à l'intérieur. Dès que vous avez, comme on peut dire, le OK, le go, on ne vous embête plus en route. Pareillement, pour les passagers. On a constaté que, plus que le racket, c'est cette humiliation des hommes et des femmes qui librement vont chez voir des parents, ils voyagent, on arrête le car en route, on les fait descendre, on monte dans le car, on les insulte. Les brigades vont aller dans la gare routière. Quand vous prenez votre ticket, comme à l'aéroport, on fait votre contrôle de police. Quand c'est fini, votre car démarre, personne n'a le droit d'arrêter ce car-là jusqu'à destination. Donc, c'est des mesures simples, mais nous allons les appliquer avec un engagement et une détermination comme à nul autre pareil.